Bonjour à tous. Je suis Isabelle Cousin, je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi pour vous parler, dans le cadre des relations entre la culture et le sol, eh bien, du réservoir en eau utilisable, le RU, que vous appeliez peut-être autrefois la réserve utile, mais vous allez voir pourquoi on préfère l'appeler aujourd'hui le réservoir utilisable. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'en général, le RU, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse l'agriculteur qui veut connaître le réservoir utilisable du sol pour dimensionner ses pratiques d'irrigation. Ça intéresse le chercheur qui fait de la modélisation globale, qui a besoin de connaître la contribution du sol aux échanges d'eau. Alors, on va parler un peu de la définition du RU parce que vous allez voir que pédologues et agronomes ne sont pas tout à fait d'accord sur ce point. Alors, on imagine un axe qui représente la teneur en eau du sol. Donc, Jacques vous l'a brièvement esquissé tout à l'heure. Plein d'eau, le sol draine par gravité jusqu'à ce que les forces de gravité s'équilibrent avec les forces de capillarité qui retiennent l'eau dans le sol. C'est ce qu'on appelle l'état dit de capacité au champ. Et ça, c'est la quantité d'eau maximale que le sol va pouvoir stocker. Donc la plante, là-dedans, pompe de l'eau jusqu'à ce que les forces de succion qui retiennent l'eau dans le sol soient trop élevées pour qu'elle puisse lutter contre. Donc la plante arrive dans son état de flétrissement permanent. Et donc le réservoir, alors bien sûr il reste encore de l'eau dans le sol, mais cette eau n'est pas accessible à la plante. Et donc le réservoir en eau utilisable du sol, eh bien c'est cette quantité qui est comprise, c'est cette quantité qui est comprise entre la teneur en eau à la capacité au champ et la teneur en eau au point de flétrissement permanent. Et c'est, comme on l'a lu dans nos vieux grimoires, la quantité d'eau maximale que le sol peut stocker et restituer aux plantes. Cette quantité d'eau, elle est fortement dépendante de la texture du milieu. Vous avez ici représenté l'eau qui draine par gravité, le RU et l'eau liée pour différentes textures de sol. Alors vous voyez une réserve en eau assez minimale. Si je fais avec la souris, vous voyez quelque chose? Ah non, vous voyez pas. Bon, bref, sur les sols sableux, vous voyez une réserve en eau, un réservoir utilisable faible. Vous voyez un réservoir utilisable moyen pour des sols argileux. Et puis vous voyez, faudrait pas aller trop vite. Vous voyez un réservoir utilisable maximal pour des situations intermédiaires. Alors, le pédologue, comment fait-il pour connaître le RU? Eh bien, il a un peu deux façons de faire. Il va plusieurs façons de faire, mais les plus répandues, c'est d'aller prélever des échantillons de sol et puis de faire des mesures en laboratoire avec ce qu'on appelle des presses à membrane de Richards, qui sont ici ce que je vous ai représenté en marron. Donc, vous voyez un sol de texture fine qui est prélevé dans la région d'Avignon. On mesure le RU, la teneur en eau, la capacité au champ CC pour les différents horizons de sol. Ici à gauche, ah super. Et puis, merci. Et puis la teneur en eau rouge, la teneur en eau au point de flétrissement permanent ici. Et puis, bon, si on intègre ça sur la profondeur, eh ben, on a le réservoir utilisable du sol. Alors, faire ces mesures, c'est coûteux. C'est coûteux en temps et c'est coûteux en argent et c'est coûteux en interprétation, etc. Donc, souvent, on a des données plus facilement accessibles dans les sols et donc on va évaluer ce RU avec ce qu'on appelle une fonction de pédotransfert. Donc là, je vous en ai pris une qui est une fonction européenne assez utilisée. De nouveau, les évaluations de la teneur en eau à la capacité au champ, au point de flétrissement permanent et puis l'intégration sur toute la profondeur. Alors voilà ce que pense le pédologue. Alors maintenant, que pense l'agronome? L'agronome, il se dit que le RU, c'est forcément une caractéristique de la plante, puisque je vous ai décrit le réservoir en eau maximum, mais la plante ne va pas pouvoir puiser dans tout ce réservoir tout le temps, puisqu'elle va donc, ce réservoir va lui devenir accessible au cours de sa croissance racinaire. Donc il y a un premier élément déjà qui différencie l'agronome du pédologue, c'est que le pédologue va qualifier toujours un réservoir maximal, alors que l'agronome s'intéresse à un réservoir en temps réel. Et puis la deuxième chose, c'est que l'agronome, ce qui l'intéresse, c'est la quantité d'eau que la plante a vraiment prélevée dans le sol. Alors, je vous présente deux schémas que j'aime beaucoup, qui ont été faits par nos collègues d'Arvalis, Institut du végétal, qui, sur une parcelle du Magnereau, ont conduit une année une culture de blé. Donc, ils ont mesuré la teneur en eau, la capacité au champ, et puis ils ont mesuré la teneur en eau au moment de la sénescence du blé. Et donc, entre ces deux points, eh bien, c'est la quantité d'eau que la plante a utilisée. L'année suivante, ils mettent du pois de printemps
Et voilà la teneur en eau à la sénescence. Et vous voyez que la quantité d'eau utilisée est assez différente. Alors, l'agronome, il a aussi à sa disposition des outils pour évaluer cette quantité d'eau utilisée. Donc, je fais souvent des suivis sur du terrain. Alors là, je vous ai mis des mesures avec une sonde à neutrons, mais ça pourrait être n'importe quel outil qui caractérise la teneur en eau du sol. Et puis, il a aussi souvent accès à des modèles de culture et donc, par connaissance d'un certain nombre de caractéristiques agronomiques ou écophysiologiques, il peut inverser son modèle de culture pour en déterminer de façon inverse les teneurs en eau à la capacité au champ et au point de flétrissement permanent. De nouveau, on intègre sur la profondeur, alors vous voyez des petites différences, mais globalement, on a ici un RU qui tourne autour de 320 mm. Alors maintenant, sur ce même sol, ce sol d'Avignon, je mets les 4. Alors, vous voyez un peu deux familles. Vous avez la famille des pédologues qui est là, puis la famille des agronomes qui est là. Alors, vu de loin, ça a l'air de pas grand-chose, mais vu de près, ça fait quand même presque 100 mm d'écart. Évidemment, il serait inacceptable d'estimer qu'on peut avoir connaissance du réservoir utilisable à la résolution de 100 mm. Alors, pourquoi cette différence? Bien, en fait, parce que l'air de rien, on parle de choses différentes. Si on met nos 4 approches d'évaluation du RU dans ce petit schéma, des mesures en laboratoire sur presse à membrane, des suivis au champ, sonde à neutrons, sonde TDR, des fonctions de pédotransfert, des inversions de modèles. Bien sûr, ce qui les différencie d'une part, c'est qu'on a une famille de l'expérimentation et une famille de la modélisation, mais surtout, le pédologue qui a une approche sol du système va considérer un système à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il va équilibrer ses modes de sol dans une presse pour aller mesurer des teneurs en eau maximales. Et puis, il va s'intéresser à toute la profondeur du sol. Et donc, son réservoir, il a une taille qui est fixée par l'épaisseur du sol. Au contraire, l'agronome qui a plutôt une approche plante, eh bien, sur le terrain, de fait, il est dans un système hors équilibre, contraint par les aléas climatiques, les pratiques agricoles et la croissance de la plante. Et la taille du réservoir qui l'intéresse, elle est fixée par la dynamique de la profondeur d'enracinement. Donc, d'un côté, on a bien le RU, une quantité d'eau que le sol peut stocker et restituer aux plantes, une potentialité du milieu pour surdonner. Et de l'autre, on a une quantité d'eau réellement utilisée par les plantes. Donc, on a une capacité réelle du système à fournir de l'eau. Alors, il se trouve que c'est un peu compliqué en français, mais ça ne s'arrange pas bien en anglais. On aurait pu espérer de nos collègues anglo-saxons une simplification des concepts. Ben, c'est pas mieux. Les Anglais parlent de AWC, de Available Water Content, puis des fois Available Water Capacity. Donc, on ne sait jamais si on parle, on sait rarement, pas jamais, j'exagère, on sait rarement si on parle du réservoir complet ou de son niveau de remplissage. Et puis, les agronomes parlent de la Total Transpirable Soil Water, de la Plant Available Water Content, qui sont aussi des concepts ambigus. Et l'ambiguïté tient en partie au fait que cette courbe-là, ce crop lower limit, que disent les Anglais, il est finalement différent du point de flétrissement permanent décrit par les pédologues. Donc voilà, mais rassurez-vous, on se réconcilie quand même, agronome et pédologue, à partir du moment où on sait qu'on parle de choses différentes et que sous un même vocable, on met des exceptions différentes. Voilà pour les définitions. Alors souvent, ce qu'on nous dit et ce qu'on entend partout, c'est le RE, bon, on ne sait pas très bien, mais il n'y a qu'à mettre de la matière organique, ça ira mieux. Alors, je m'en vais vous démontrer le contraire. Incorporer de la matière organique dans le sol. Alors, ça a pour conséquence plein de choses vertueuses. Ça augmente effectivement la porosité totale du sol, ça stimule l'activité biologique, ça améliore la capacité du sol à laisser s'écouler l'eau. Et donc, ça favorise, comme l'a dit Yves tout à l'heure, l'infiltration dans le sol, ça favorise l'aération du milieu. Ça limite aussi, couverture morte ou vivante, l'érosion, ça limite l'anoxie par l'augmentation de la porosité, mais ça n'augmente que de façon très limitée le réservoir utilisable. Pour la raison suivante, voici des données déjà un petit peu anciennes, mais qui restent d'actualité et qui ont été démontrées de nombreuses fois. Si l'on représente la courbe, l'évolution de la teneur en eau à la capacité au champ en fonction de l'augmentation du taux de carbone, elle augmente assez légèrement dans un sol de texture moyenne. Et si on compare avec la courbe au point de flétrissement permanent, elle augmente elle aussi légèrement avec la teneur en carbone. Cependant, le différentiel entre les deux, vous le voyez, est stable. Donc le RU n'augmente pas.
C'est pas toujours vrai, et en particulier c'est faux dans les sols sableux. Donc quand même, mettons de la matière organique dans les sols sableux, on augmentera de façon effective le réservoir utilisable. Mais pour toutes les autres textures, c'est quand même pas vrai. Alors, c'est un sujet de controverse récurrent dans la discipline qui est la nôtre. Cependant, les travaux récents à la fois corroborent ça, puis à la fois disent un peu le contraire. Et j'en veux pour preuve des travaux qui vont être publiés par une équipe américaine qui s'appuie sur un très grand nombre de mesures faites dans des systèmes en transition, en agriculture de conservation notamment, où il semblerait que on observerait un effet bénéfique sur le RU de l'augmentation de la teneur en carbone et du travail du sol, c'est-à-dire que finalement, découpler les deux effets, ça relève de la gageure et pour l'instant, ça n'est pas scientifiquement assis. Donc, ok, la matière organique, c'est bon pour tout, mais par contre, on arrête de dire que ça augmente le réservoir utilisable. C'est vrai dans certains cas seulement. Alors pour autant, est-ce que mettre des plantes, ça fait évoluer le RU? Eh bien, je vous montre un exemple ici qui est tiré d'une étude qu'on a fait avec un collègue avignonnais sur le site de Lusignan. Donc, c'est un SORE coordonné par un certain nombre d'instituts qui est sur le site INRAE de Lusignan. Donc, sur ce SORE, on a un certain nombre de parcelles. Donc, ici, des parcelles où il y a pendant 12 ans des successions triennales de culture. On a des parcelles qui sont en prairie permanente. Et puis, on a des parcelles qui font 3 ans de culture, 6 ans de prairie, et puis des parcelles, c'est le contraire, 6 ans de culture, 3 ans de prairie. Ouais, je vous l'ai montré à l'envers, mais c'est pas grave. Bref, vous avez un gradient culture prairie dans ce sens. Et si on s'intéresse à évaluer le réservoir utilisable dans les premiers horizons de sol, eh bien, on obtient la chose suivante. Alors, d'ailleurs, en contradiction avec notre hypothèse de base qui était que dans la prairie, tout va mieux, en fait, non. Quand on fait que des cultures ou quand on fait que de la prairie, on a au final un réservoir utilisable qui est légèrement inférieur à celui que l'on obtient quand on a des alternances. Donc ça, c'est lié aux effets de structuration du sol par l'enracinement, au sens à la fois physique du terme, mais aussi au sens probablement microbiologique, la présence de nodules, etc. Donc on n'est pas allé décortiquer ce qui fait cette évolution du RU, qui, somme toute, est modérée et pas totalement significative, mais il semblerait que quand on fait des successions culturales, on modifie à moyen terme le réservoir en eau utilisable vers son augmentation. Alors, tout ça, c'est ce qui se passe dans le sol, mais Jacques vous l'a dit, le sol, c'est quand même plus de 90% de matière minérale. Et dans cette matière minérale, il y a parfois des cailloux, alors des éléments grossiers. Et est-ce que ces éléments grossiers participent au réservoir utilisable du sol? Eh bien, je vous présente ici des résultats d'une expérimentation qu'on a conduite avec des collègues. On a fabriqué, alors c'est très difficile d'instrumenter un sol caillouteux, donc nous, on en a fabriqué un. Donc on a fabriqué un faux sol ou avec de la terre fine, masse volumique, peu importe, dans lequel on a rajouté 20% de cailloux, 40% de cailloux. Ces cailloux étant soit des cailloux calcaires poreux, soit des cailloux de quartz. Et puis, on a fait pousser dessus une culture de Populus robusta. Alors voilà, on a plein de containers pour de la répétabilité. On arrose, on fait croître notre peuplier. Et puis, à un moment, les peupliers sont grands, on arrête l'arrosage et on va suivre un certain nombre de paramètres physiques et physiologiques pendant la phase de dessiccation. Voilà ce qu'on obtient sur une grandeur qui est la conductance stomacale. Donc, vous avez en pointillé les cailloux calcaires et puis vous avez en trait plein les cailloux de quartz. Alors, vous voyez que, évidemment, ça diminue au cours du temps puisqu'on est en train de dessécher, mais vous voyez que quand la proportion de cailloux est très élevée, eh bien, la conductance stomacale est très significativement supérieure dans les situations où on a mis des cailloux de calcaire parce que ces cailloux stockent de l'eau et la restituent de façon effective aux plantes. Alors, est-ce que sur la base de ces quelques vues sur le réservoir utilisable, on pourrait proposer des pistes pour des pratiques agricoles qui nous permettraient d'optimiser l'utilisation de l'eau par les cultures? Alors, c'est pas facile parce que le RU, c'est un réservoir de Shaddock, c'est un réservoir percé, il se remplisse vite tout le temps. Mais on a des pistes. Donc l'idée, c'est quand même de favoriser un réservoir de grande taille. Donc pour ça, je vous l'ai dit, apporter les matières organiques, bon, un petit peu dans les sols sableux, mais c'est pas le top du top. Par contre, promouvoir des cultures qui favorisent la structuration du sol,
Ça veut dire éventuellement favoriser les rotations et éventuellement allonger les rotations. Ensuite, valoriser l'utilisation de l'eau sur toutes les composantes du réservoir, c'est-à-dire tenir compte du potentiel d'éléments grossiers, promouvoir des cultures à enracinement profond pour aller chercher au plus proche du réservoir utilisable et réaliser aussi des associations à enracinement différencié, de nouveau, pour capturer l'eau dans toutes les dimensions. C'est favoriser le remplissage. Alors, favoriser le remplissage, ça veut dire limiter le ruissellement. Donc, ça pratique notamment de couverture. Apporter de l'eau quand il en faut au bon moment. Ne pas négliger les apports d'eau par la profondeur, les apports par remontée capillaire. Et puis, c'est limiter l'évaporation. Alors, le professeur Chadoko a tout un tas d'autres idées pour améliorer le RU, mais là, comme on sort du champ de l'agronomie, on ne va pas les commenter. Et je finis sur ça mon exposé par cette image de la réconciliation du RU chez le pédologue à gauche et chez l'agronome à droite. Simplement, ils parlent de choses différentes, mais ils savent de quoi ils parlent. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Isabelle. On va prendre un petit temps de discussion. On est un peu en retard, mais pas trop. Donc la discussion est ouverte. Alors Jérôme, je pense que tu regardes le chat et puis en attendant, on va prendre des questions dans la salle. Rapidement poser une question sur l'introduction. Parce qu'on part du principe, effectivement, avec plus d'eau, plus de chaleur, évidemment, il y aura plus d'évaporation. Et plus d'évaporation, ça veut dire aussi plus de pluie. C'est pas, ça devrait se retrouver quelque part, cette évaporation. Et à peu près partout, on voit des diminutions de la pluie. Merci. Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis spécialiste en fait des histosols, des tourbières. Et depuis 2 ans, j'étudie un site dans l'Aubrac, qui est un magnifique lac, sur lequel on s'est rendu compte qu'il restait des bribes de tourbes de 7 mètres de profondeur juste en bordure du lac. Et ça nous a beaucoup intrigués et on a fait toute une série d'études. On s'est rendu compte qu'en fait, on était dans un cas exceptionnel de régression d'un gisement tourbeux qui était ancien, qui couvrait tout le lac. Le lac fait 11 mètres de profondeur et 11 hectares. Il reste à peu près 0,5 hectares de gisement tourbeux. Et l'une des explications serait que un petit peu avant le bas Moyen-Âge, il y a, allez, on va dire 2000 ans, il y a eu une déforestation de l'Aubrac énorme. L'Aubrac est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un pays quasiment sans arbres. Et comme on était dans une situation très très limite au niveau de l'approvisionnement en eau de ce lac, un tout petit bassin versant, on est certainement tombé juste à l'endroit critique où le fait que l'Aubrac n'ait plus d'arbres, qu'il y ait moins de précipitations qui tombent sur l'Aubrac, qu'il y ait un tout petit peu d'assèchement, le lac s'est mis à un petit peu baisser, à avoir du bâtillage. Le bâtillage, je l'ai vu moi pendant 2 étés, grignote constamment les tourbes. Comme quoi, donc, l'effet à une échelle liée au massif de la nature de la végétation qui y pousse va avoir un impact plus localisé sur les précipitations juste d'une station. Donc, c'est ma manière de vous répondre. Il y a aussi, donc, au-delà de l'échelle de la rhizosphère, il y a aussi des échelles liées au paysage qui permettront peut-être d'atténuer les écarts de précipitation. Oui, alors pour compléter la réponse de Jacques, est-ce qu'il faut bien voir ce qui fait la pluie? C'est essentiellement les mouvements convectifs, c'est-à-dire c'est les échanges d'un point à l'autre géographique. C'est-à-dire que sur une colonne d'eau, finalement, sur une colonne d'atmosphère, il n'y a pas énormément d'eau. Imaginons qu'on mette toute l'eau sous forme de pluie, bon, ça fait une certaine quantité d'eau, mais pas si gigantesque que ça. En fin de compte, voilà. Donc il y a alors, et pour qu'il y ait la pluie, il faut qu'on dépasse
C'est le moment où on va dépasser la capacité de la saturation de l'air, en fait. Hein, c'est ça. Et c'est l'intensité, en fin de compte, le changement climatique, c'est surtout l'intensité des phénomènes qui changent. C'est-à-dire qu'on va avoir des échanges thermiques beaucoup plus importants, on va avoir des échanges, et c'est ce qu'on voit, en fin de compte, ce que les météorologues voient, hein, c'est qu'on a des phénomènes de plus en plus intenses, des cyclones de plus en plus violents, etc. Et tout ça, ça va dans le même sens. Hein, mais c'est simplement que, quoi qu'il en soit, la demande évaporative, en fin de compte, la machine thermique, hein, puisqu'en fin de compte, la Terre, c'est une machine thermique, hein, cette machine thermique va être de plus en plus active, hein, sous l'effet du changement climatique. Dans certains endroits du globe, oui. Notamment des précipitations intenses. Hein, c'est dans certains endroits des précipitations plus intenses. Mais n'oublions pas, hein, quand même, sur les valeurs moyennes, hein, il y a pas mal de régions où, c'était le témoignage, par exemple, de notre collègue de la coopérative du sud de la France, de l'Hérault, où on note quand même une forte variabilité interannuelle, bien sûr, mais quand même une tendance à une diminution de la pluviométrie moyenne annuelle. Hein. Donc ça, c'est la moyenne sur l'année. Il faut bien distinguer des valeurs extrêmes. Merci. Bruno Rapidel. Merci. Bruno Rapidel. Donc j'avais deux questions. Alors, je ne sais pas exactement à qui elles s'adressent. Peut-être la première, une remarque, c'est sur l'irrigation. Je trouve toujours un petit peu choquant que dans les mesures d'adaptation au changement climatique, on voit toujours arriver l'irrigation dans la mesure où on se dit on est en train de se créer des problèmes qu'il va falloir résoudre après, quoi. On est en train d'augmenter les sources les demandes d'utilisation de l'eau, et puis après il va falloir dire ouais, il faut pouvoir la boire quand même. Enfin, il y a un moment dans ce truc-là, je trouve vraiment très étonnant qu'on fasse intervenir ça et que personne ne le questionne et qu'on ne dise pas non, en fait il faudrait peut-être pas aller vers là. Ça c'est la première chose. Le second truc plus complexe, c'est sur les simulations hydrologiques. Je me demande juste si les hydrologues prennent aussi en compte les effets comment on appelle ça, les thresholds, les effets de changement de structure, les effets de seuil sur l'évolution de la structure du seuil. Est-ce que finalement, alors moi j'ai travaillé un petit peu dans des endosols où des dessèchements profonds rompent des structures de sol, et du coup, les propriétés changent complètement, et du coup, un fonctionnement hydrologique d'un bassin versant peut, sur un effet de seuil, brusquement changer. Et je me dis, dans le futur, est-ce qu'on travaille à toutes choses égales par ailleurs en termes de structure de sol ou pas? J'imagine que c'est hyper difficile de ne pas le faire. Sur l'irrigation, oui, vas-y Isabelle. Oui, sur l'irrigation, voilà, c'est un débat qui me concerne moins. Par ailleurs, par exemple, moi qui suis orléanaise, donc à côté de la Beauce, le rapport du CGAR dit que c'est impossible de se passer de l'agriculture irriguée. Je ne sais pas si c'est vrai. Bref, je ne réponds pas sur ça. Je réponds sur le deuxième point. Effectivement, c'est le point d'achoppement, un des points d'achoppement majeurs des modèles globaux de prévision à l'heure actuelle. C'est qu'on est capable de faire du changement climatique, on est capable de se projeter dans des changements d'occupation du sol, dans des changements de pratiques, de tout ce qu'on veut. On n'est pas capable de se projeter dans un changement des propriétés des sols. Et donc, c'est la limite qui est identifiée actuellement par les gens qui font de la modélisation globale, c'est que, on ne sait pas très bien faire ça. Donc, c'est un vrai champ de recherche que nous, on explore. Quelles seront les propriétés hydriques des sols à l'horizon 2050, à l'horizon 2100 ?